Dans ce deuxième chapitre du premier cours, nous allons aborder les notions de langage et de modèle de calcul, et on va essayer de voir pourquoi ce sont des notions qui sont fondamentales et pourtant bien trop souvent négligées lorsque l'on veut s'attaquer au développement d'un nouveau système embarqué. Et donc, commençons tout de suite. Tout d'abord, avant de rentrer dans les vifs du sujet des langages et des modèles de calcul, eh bien j'aimerais commencer par définir ce qu'est l'abstraction. L'abstraction, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais qui est souvent mal compris ou mal interprété. Alors, l'abstraction, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'abstraction, c'est un trade-off, c'est-à-dire c'est un compromis entre le niveau de détail de quelque chose et sa complexité. Alors, une belle illustration pour ça, eh bien, c'est cette série de tableaux de Picasso qui représente un taureau. Un taureau qui est représenté avec différents niveaux de détail et différentes complexités. Dans le coin en haut à gauche, on a un taureau qui est assez détaillé, donc un modèle, une modélisation, un dessin assez complexe, et qui est donc plutôt réaliste. Au contraire, quand on va voir tout en bas à droite, à côté de la signature, eh bien, on a un modèle très simple du taureau, simpliste même, dans lequel on va retrouver quelques caractéristiques importantes qui nous permettent de le reconnaître, comme les cornes ou les pattes, mais on va avoir un modèle qui, somme toute, est très simple. Eh bien, on a une parfaite illustration de différents niveaux d'abstraction de la représentation d'un taureau, d'une représentation très complexe avec un niveau de détail très élevé, à une représentation beaucoup moins détaillée, mais dont la complexité est beaucoup plus faible. À quoi ça va servir? Eh bien, selon ce que vous êtes en train de faire, selon l'objectif de cette représentation du taureau, vous allez privilégier l'une ou l'autre des représentations. Par exemple, si votre objectif est de donner un cours de l'anatomie du taureau dans une école vétérinaire, il est très probable que vous alliez plutôt sur le modèle qui se trouve en haut à gauche, qui est sensiblement plus réaliste. Si vous êtes dans une école de boucher, c'est peut-être le modèle qui se trouve en haut à droite, dans lequel vous avez un taureau avec déjà des marques des endroits où il faudrait découper pour les morceaux les plus juteux. Je suis désolé pour les véganes. Pour le modèle qui se trouve tout en bas à droite, eh bien c'est un modèle qui pourrait être intéressant à utiliser si vous êtes en train de, par exemple, dessiner une ferme. Vous voulez dessiner une ferme avec les enclos réservés aux différents animaux, eh bien représenter une dizaine de taureaux sous ce format-là sera suffisant pour savoir qu'il s'agit de taureaux, et ça vous permettra de faire un dessin rapide, alors que si vous aviez utilisé une modélisation plus complexe, le dessin de votre ferme vous aurait demandé de passer un temps énorme sur le dessin de l'enclos des taureaux. Et donc on voit que selon votre objectif, vous allez pouvoir choisir un niveau de détail, une complexité de la représentation qui sont adaptés à vos besoins. Un deuxième mot que j'ai déjà utilisé en expliquant la slide précédente, c'est le mot modèle. Et c'est pareil, c'est un mot que j'aimerais bien définir proprement pour qu'on se comprenne par la suite du cours. Un modèle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une représentation abstraite, souvent basée sur des mathématiques, qui permet de prédire certaines caractéristiques d'un système. Alors, on va prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la programmation parallèle, la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation mathématique, c'est une équation, qui me permet de prédire les caractéristiques d'un volume de gaz assez faible. Elle me permet de prédire quelles caractéristiques? Eh bien, elle me permet de prédire la pression, le volume et la température. D'accord? Et elle me permet de les prédire de manière très fidèle. Pour tous ceux qui se rappellent de leurs travaux pratiques au collège ou au lycée, vous devez vous rappeler que ça marche assez bien. Et donc là, on a vraiment un modèle qui va me permettre, pour un petit volume de gaz, eh bien, d'en prédire les caractéristiques sans avoir à le manipuler. Je sais que si je compresse mon volume de gaz, eh bien, sa température va augmenter de temps. Ce modèle fonctionne. Il existe d'autres modèles pour les mêmes constituants. Par exemple, ici, je vous ai présenté deux autres modèles qui peuvent également être utilisés pour prédire certaines caractéristiques d'un gaz.
À gauche, vous avez le modèle moléculaire. C'est un modèle qui va être utile si j'ai besoin de prédire les caractéristiques chimiques d'un système. Ça va me permettre de savoir si ce gaz va réagir ou pas, va s'inflammer ou pas, ou ce genre de choses. À droite, j'ai un modèle météorologique. C'est un modèle qui va également représenter eh bien, des mouvements de masse d'air et leur température et ce genre leur pression, mais ce modèle météorologique est lui plus adapté à la prédiction des phénomènes météorologiques. Et donc, chacun de ces différents modèles, même s'il est basé sur les mêmes constituants, c'est-à-dire un gaz, eh bien, chacun de ces modèles va être adapté à la représentation d'un certain système. Typiquement, le modèle météorologique est adapté à prédire la météo. Si vous cherchez à utiliser la loi des gaz parfaits pour prédire des phénomènes météorologiques, ça va peut-être être possible, c'est-à-dire que vous allez peut-être, en considérant un ensemble de petits volumes de gaz les uns à côté des autres et en ayant quelque chose qui vous permet de représenter la dynamique des transferts entre les volumes voisins ou ce genre de choses, vous allez peut-être, à partir de cette loi des gaz parfaits, être capable de prédire la météo. Mais ça va vous demander beaucoup de calculs et ça va être globalement beaucoup plus complexe que si vous aviez directement utilisé le modèle adapté et approprié à ce problème. Encore une fois, le parallèle avec la programmation, c'est quoi? Eh bien, c'est que quand vous allez développer un système, eh bien, ce système, à un moment, il va falloir le modéliser, et choisir le bon modèle pour modéliser ce système est crucial, puisque choisir le bon modèle avec le bon niveau d'abstraction va vous permettre de développer beaucoup plus efficacement. Alors, on va rentrer un peu plus dans l'aspect programmation avec une nouvelle notion qui est le modèle de calcul, le model of computation. Un modèle de calcul que nos amis informaticiens appellent un paradigme de programmation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble d'éléments opérationnels que l'on peut assembler afin de décrire le comportement d'une application. C'est un petit peu abstrait pour l'instant, je vais vous donner des exemples après. Ces éléments opérationnels que l'on peut assembler pour décrire le comportement d'une application, eh bien ces éléments, on appelle ça la sémantique du modèle de calcul. Alors, quel est l'objectif d'un modèle de calcul? L'objectif d'un modèle de calcul, c'est de spécifier un comportement d'un système de manière totalement indépendante de la façon dont ce système va être implémenté. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez spécifier par exemple un algorithme, vous allez spécifier la façon dont va fonctionner cet algorithme, mais par contre, cet algorithme soit implémenté en Java, en VHDL, en C++, vous n'en avez aucune idée. D'accord? Par contre, ce que le modèle de calcul vous permet, c'est de vous dire que tant que l'implémentation que vous faites du modèle de calcul supporte ce modèle de calcul, c'est-à-dire si vous garantissez que à partir d'un modèle de calcul, vous pouvez créer une implémentation en C, en C++, en Java, en VHDL, qui respecte les règles d'exécution de ce modèle de calcul, eh bien, alors l'application fonctionnera comme elle a été écrite dans le modèle, indépendamment de son implémentation. On y reviendra avec des exemples après. À quoi ça sert? Eh bien, c'est très utile puisque à partir d'un modèle de calcul donné, qui est en général simple, qui se veut simple à spécifier, c'est-à-dire que le design avec le modèle de calcul doit être facile, vous allez pouvoir facilement créer des implémentations sur différents systèmes et vérifier certaines propriétés du système directement en analysant le modèle de calcul et sans avoir besoin de regarder son implémentation. On y reviendra après encore une fois avec des exemples. Comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, un modèle de calcul, c'est finalement l'interface entre le monde des computer science et le monde mathématique. Dernière chose, un modèle de calcul n'est pas un langage. Et cela nous amène naturellement à la stage suivante. Qu'est-ce qu'un langage? Un langage, c'est un ensemble de symboles textuels ou graphiques que l'on peut assembler en respectant une grammaire et qui vont nous permettre de spécifier le comportement d'un programme. D'accord? Cet ensemble de symboles graphiques ou textuels s'appelle, et la grammaire, s'appelle la syntaxe du langage. Alors, un langage, c'est quoi? Eh bien, l'objectif d'un langage, c'est de faciliter la description d'un programme et son implémentation par un développeur.
et donc d'essayer d'avoir la meilleure productivité possible. L'objectif d'un langage, c'est d'être agréable à utiliser pour le développeur, c'est-à-dire d'être réutilisable, modulaire et lisible. D'accord ? Le langage, c'est donc l'interface entre le programmeur et la machine via le compilateur. La dernière chose qui est primordiale sur cette slide, c'est qu'un langage peut implémenter un ou plusieurs modèles de calcul. Et je devrais même dire, un langage peut être utilisé pour implémenter un ou plusieurs modèles de calcul. Encore une fois, on est pour l'instant dans les aspects très théoriques, je vais donner des exemples par la suite. Alors, tout d'abord, une petite slide sur le lien qui existe entre la sémantique et la syntaxe. Donc la sémantique d'un modèle de calcul et la syntaxe d'un langage. La première chose à savoir, c'est que dans les langages que vous avez déjà utilisés dans vos expériences passées, eh bien, il y a fort à parier que la quasi-totalité tombait dans le modèle de calcul impératif. Le modèle de calcul impératif, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement celui de la machine de Turing. C'est des instructions qui sont exécutées les unes après les autres. D'accord? Les 10 langages les plus courants dans le monde de la programmation aujourd'hui, que sont le Java, le C++, le C#, le Python, le PHP, le JavaScript, le Visual Basic, et Perl et le langage assembleur, qui est toujours dans le top 10, eh bien, sont 10 langages qui implémentent tous le modèle de calcul impératif. Le modèle orienté objet, le modèle de calcul orienté objet, est également implémenté par 8 de ces 10 langages. Un modèle de calcul spécifie la sémantique indépendamment de langage. Je l'ai déjà dit auparavant. Alors, encore un petit slide pour discuter des relations entre sémantique et syntaxe. Ici, vous avez deux exemples de deux langages. Le langage UML et le langage Java. Le langage UML est un langage dont la syntaxe est graphique, c'est-à-dire que pour créer un diagramme UML, comme celui qui est présenté, vous allez assembler des différents éléments graphiques et les connecter les uns aux autres. Le langage Java est un langage textuel dans lequel vous allez assembler des mots-clés qui vous permettent de faire un programme en déclarant des fonctions, en déclarant des objets, des structures, etc., etc. Donc on a deux langages différents, un graphique et un textuel. Ces deux langages sont des langages qui implémentent le modèle de calcul orienté objet. Et en réalité, si vous regardez les deux exemples que je présente sur la slide, eh bien, il s'agit bien de deux implémentations, une implémentation en UML, en langage UML et une implémentation en langage Java, d'un même concept de modèle de programmation orienté objet. On a donc deux modèles qui partagent deux langages, qui implémentent la même sémantique, mais qui n'ont pas la même syntaxe. Alors, on va enfin donner quelques exemples de modèles de calcul. Le premier modèle de calcul, c'est un que normalement vous connaissez déjà, c'est le modèle des finite state machines, c'est-à-dire le modèle des machines d'état. Dans ce modèle de calcul, la sémantique est très simple. Vous avez des états qui sont représentés sur mon exemple par des ellipses, et vous avez des transitions, possiblement conditionnelles, qui sont représentées par des flèches sur mon exemple. D'accord ? Ce modèle, eh bien, c'est un modèle très simple, puisqu'il me dit que je peux représenter un système avec un état actif. Donc par exemple, là, je vais pouvoir commencer dans mon super modèle de verre intelligent. Eh bien, je peux commencer par un état actif qui est l'état vide. Ensuite, je vais pouvoir traverser la condition verser une boisson, et je vais arriver dans l'état plein. Si je traverse la transition boire, je vais revenir dans mon état vide. D'accord ? Et donc, voilà comment fonctionne ce modèle de calcul. Cette application que j'ai décrite pourrait être implémentée dans plein de langages, que ce soit du VHDL ou du Java, par exemple, je pourrais le faire. À quoi ça sert? Alors, c'est un modèle de calcul qui est utilisé notamment dans la logique séquentielle. C'est-à-dire que quand vous spécifiez un système matériel notamment, eh bien souvent vous allez représenter les différents états successifs de votre système via une machine d'état.
Ça peut également être quelque chose qui est utilisé dans des problématiques beaucoup plus abstraites, c'est-à-dire beaucoup plus haut niveau. Par exemple, vous pouvez utiliser une machine d'état pour représenter l'état d'un patient lors de son passage dans un hôpital. Et donc il va par exemple commencer par un état triage, puis il va passer dans un état salle d'attente, puis dans un état service radiologie, puis revenir dans l'état salle d'attente, puis dans un état consultation avec le médecin, etc., etc. Et donc, cette finite state machine va vous permettre de représenter tous les états dans lesquels va passer le patient, et surtout les transitions qui sont légales pour l'état de ce patient. D'accord ? C'est également quelque chose qui est utilisé pour spécifier des protocoles de communication. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, ce modèle de calcul, il est intéressant parce que si vous possédez une modélisation de ce modèle de calcul, d'accord, une modélisation d'une application avec ce modèle de calcul, et que vous avez un système qui vous permet d'obtenir une implémentation à partir de ce modèle de calcul, alors ce modèle vous donne des garanties. Je reviens à mon exemple de verre intelligent. La véritable force de ce modèle, si vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est qu'il n'existe pas de transition entre l'état plein, full, et l'état broken. D'accord ? Pour que mon verre se casse, eh bien, il faut obligatoirement au préalable que mon verre soit vidé. S'il existait un processus de fabrication qui me permette, eh bien, matériellement, de faire un verre pour lequel je respecte ce modèle de calcul, c'est-à-dire si j'avais un processus de fabrication qui me permet de garantir que le verre que je vais construire ne pourra jamais passer de l'état plein à l'état je suis cassé, eh bien j'aurais effectivement implémenté mon modèle de calcul, avec une garantie que mon verre plein ne sera jamais cassé. Alors, évidemment, sur cet exemple-là, on se doute bien que physiquement, c'est pas possible. Maintenant, quand on parle du monde informatique, avoir quelque chose qui nous permet de traduire cette machine d'état en du code qui respecte strictement la machine d'état et ses transitions, c'est tout à fait faisable. Et donc, je peux garantir, à partir de mon modèle de calcul, que certaines transitions ne se produiront jamais en implémentant mon modèle de calcul. D'accord ? Et c'est là toute la puissance de ce modèle, c'est qu'il me permet de garantir que certaines choses n'arriveront jamais et que certaines transitions ne peuvent pas exister. Alors, c'est un modèle de calcul qui a d'autres propriétés, c'est-à-dire qu'en analysant le modèle d'une application donnée, je pourrais déterminer certaines propriétés de mon application. Notamment, c'est un modèle qui est alors non déterministe. Non déterministe, ça veut dire que pour une séquence d'informations, une séquence d'input dans mon système, je peux avoir un résultat produit qui soit différent. On y reviendra un peu plus tard. C'est un modèle qui est séquentiel, c'est-à-dire que c'est un modèle qui n'est pas parallèle. À un moment donné, je n'ai qu'un seul et unique état actif dans mon système. Enfin, c'est un modèle non timé. Il n'y a absolument pas d'information de temps dans ce modèle. Je vais passer d'un état à un autre quand une condition d'une transition est vérifiée, mais je n'ai aucune information de combien de temps je vais mettre à passer d'un état à l'autre, ni, on peut supposer que c'est instantané même, ni du temps pendant lequel je vais rester dans un état donné. Un deuxième exemple qui ressemble au précédent, c'est le modèle de calcul des réseaux de Petri, le PetriNet. Alors la sémantique de ce modèle est assez similaire à celle du précédent. C'est un modèle dans lequel vous avez des places qui sont représentées par des cercles sur mon schéma, et vous avez des transitions qui sont représentées par des flèches avec des traits. Alors normalement c'est un modèle que vous avez déjà dû voir dans des modules de système temps réel, puisque c'est un modèle qui est couramment utilisé pour modéliser ce genre de système. Comment il fonctionne? On va regarder avec l'exemple qui se trouve à droite. Un emplacement est noté comme étant actif avec un token, un jeton. Donc là, par exemple, les deux emplacements qui se trouvent en haut à gauche et en haut à droite de mon modèle ont chacun un point rouge, ce qui veut dire que ces deux états sont actifs. Une transition ne peut être traversée que si tous les emplacements qui la précèdent possèdent un jeton. Et donc dans mon exemple, on voit que la transition qui se trouve en haut à gauche de mon diagramme, qui vient de se mettre en orange, est passable, elle peut être traversée, puisque le seul et unique emplacement qui la précède possède un jeton. Et je vais donc pouvoir faire passer ce jeton dans l'emplacement suivant.
Une fois que cela est fait, eh bien, la transition qui vient de se mettre en orange devient traversable, puisque les deux emplacements qui la précèdent possèdent un jeton. Et je vais donc pouvoir passer dans l'état suivant, dans lequel je vais avoir un jeton qui active à nouveau une transition, et quand je traverse cette transition, hop, j'ai à nouveau deux jetons qui apparaissent dans les deux états qui suivent, etc., etc. Alors, c'est un modèle qui est couramment utilisé pour spécifier des protocoles de communication, mais également pour spécifier des calculs en parallèle. Puisque à chaque fois que l'on va traverser une transition, on pourrait associer une fonction à ce passage de transition et donc associer des calculs qui vont s'exécuter potentiellement en parallèle, puisque les différents jetons peuvent évoluer indépendamment des uns des autres. Par exemple, dans l'état dans lequel on se trouve actuellement, dans lequel les deux jetons valident chacun une transition, eh bien, ces transitions peuvent tout à fait être passées en parallèle l'une de l'autre. C'est donc un modèle qui est parallèle, et c'est un modèle qui peut être analysé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez représenté votre application avec ce réseau de Petri, eh bien, vous avez la possibilité d'analyser le graphe avec des outils mathématiques, et ces outils vont vous permettre de vérifier certaines propriétés. Par exemple, elles vous permettent de vérifier la liveness, la vivacité du modèle. La vivacité du modèle, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement vérifier si il n'y a pas un risque que votre graphe arrive dans un état dans lequel il ne pourra plus jamais évoluer, c'est-à-dire un état de deadlock, un état de blocage. Par exemple, si on revient dans l'état initial de mon graphe, on voit que si je n'avais pas eu le deuxième jeton dans la colonne de droite, dans l'emplacement qui se trouve à droite, eh bien, quand j'atteins cet état-là, la transition suivante n'aurait pas été traversable, puisqu'il m'aurait manqué un jeton dans le deuxième emplacement, et donc mon système serait bloqué. D'accord? Eh bien, être capable de détecter que ce système ne se bloquera jamais, c'est possible via des outils mathématiques. On va prendre le graphe, regarder l'emplacement des jetons à l'initialisation de l'application, et mathématiquement, on va pouvoir prouver que ce graphe bloquera ou que ce graphe ne bloquera jamais. La boundedness et la reachability, c'est deux autres propriétés un peu similaires. La boundedness, ça nous permet de garantir que le nombre de jetons qui va circuler dans mon graphe est fini, c'est-à-dire j'aurai toujours entre 1 et 1000 jetons dans mon graphe, mais jamais plus, d'accord? Par rapport à un graphe qui ne serait pas borné comme ça, c'est un graphe dans lequel, en suivant certains schémas d'exécution, je pourrais avoir une infinité de jetons qui s'accumulent dans mon graphe. Et enfin, la reachability, c'est ce qui va me permettre de vérifier si tous les emplacements servent à quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que tous les emplacements peuvent recevoir à un moment donné de l'exécution de mon système un token ou pas. Un emplacement qui ne serait pas atteignable est un emplacement qui ne sert à rien dans mon modèle, et donc c'est en général un mauvais signe. Encore une fois, ce modèle n'est pas timé, il n'y a pas de notion de temps dans ce modèle de calcul. On passe au modèle suivant, qui est également un modèle que vous avez déjà dû rencontrer sans le savoir, qui est le Discrete Event Model of Computation. Alors, c'est un modèle dont la sémantique est un tout petit peu plus complexe. Dans la sémantique de ce modèle-là, vous avez des modules qui sont représentés par des rectangles dans mon schéma. Vous avez des signaux, on peut voir ça comme des flèches dans mon schéma. Vous avez des événements timés, que l'on va voir quand on va présenter l'exécution de cet exemple, et vous avez, très important, une clock globale. Donc là, vous pouvez déjà voir qu'en dessous de mon schéma, on va essayer de suivre l'exécution de mon programme, et vous avez une flèche du temps qui existe et qui est globale à tout mon système. Alors, comment ce modèle s'exécute? Un module de mon modèle va être exécuté à l'initialisation de mon programme. Là, il s'agit du module A. Ce module A, il va créer des événements dans le futur. Ces événements, ils sont transportés par les signaux, c'est-à-dire ils sont transportés par les flèches de mon modèle. Et donc là, A va avoir la capacité de générer deux événements, un vers le module C au temps t plus 1, et un vers le module B au temps t plus 2. Et je vais pouvoir exécuter mon système en allant directement à l'événement suivant. Donc je vais à l'événement suivant, le module C reçoit l'événement en provenance de A, il a la possibilité de réagir, ce qu'il choisit de ne pas faire, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Je vais à l'événement suivant, c'est le module B qui reçoit l'événement produit par le module A au temps t0,
Le module B a la possibilité de réagir, ce qu'il fait en créant un nouvel événement vers le module C au temps t plus 4. Je vais continuer l'exécution de mon système, et je n'ai pas besoin d'exécuter le temps t plus 3 puisqu'il n'y a pas d'événement. Donc je vais directement passer au temps t plus 4, et le module C va recevoir l'événement en provenance du module B, réagir en produisant un nouvel événement vers le module A, etc., etc. Et donc on a un système dans lequel on a des modules qui reçoivent des événements, qui réagissent. Alors évidemment, ces réactions, elles vont être codées, c'est-à-dire que chaque module va être associé à un morceau de code qui va dire comment il réagit aux différents événements pour en produire d'autres. Et ces événements sont systématiquement timés, ils arrivent à un moment connu dans une horloge globale de mon système. C'est un modèle qui est le modèle utilisé pour la description hardware. Le langage VHDL implémente ce modèle de calcul. C'est un modèle qui est très pratique pour simuler un système également. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme vous l'avez vu, c'est un modèle dans lequel je vais uniquement avancer mon horloge à l'événement suivant. Et si je n'ai pas d'événement pendant un très long moment, eh bien, du point de vue de la simulation de mon système, cela n'est pas gênant puisque je ne vais jamais simuler les moments où il n'y a pas d'événement. Dans mon exemple, entre l'événement produit par B et l'événement produit et consommé par C, eh bien, je n'avais rien à t plus 3 et mon simulateur de système n'avait pas besoin de faire des calculs pour savoir ce qui se passait dans mon système au temps t plus 3, tout simplement. On a donc ici un modèle qui est timé, d'accord, puisque la notion de temps est très présente, et un modèle qui n'est, alors, pas déterministe en théorie, c'est-à-dire que si vous faites vraiment n'importe quoi dans le code de vos modules, pour dire comment ils réagissent et produisent des événements, il est possible de faire en sorte qu'un système pour une même entrée, un même ensemble d'entrées dans vos systèmes, un même ensemble de stimuli, réagisse de manière différente, par opposition à un système déterministe qui, pour un même stimuli, produira la même sortie. Encore une fois, c'est vraiment si ce modèle est vraiment mal utilisé qu'il peut mal réagir. On continue un peu plus rapidement, plutôt pour votre culture générale, les modèles fonctionnels. Les modèles fonctionnels, c'est l'un des premiers modèles de calcul qui a été proposé. C'est un modèle très mathématique dans lequel il n'y a pas d'état. Un programme, une application va être modélisée exclusivement en composant des appels de fonctions. Pour rappel, composer des appels de fonctions, c'est faire f de g de h. Par exemple, c'est le résultat de la fonction h est passé à la fonction g, dont le résultat est lui-même passé à la fonction f. D'accord ? Le premier modèle de calcul de ce type-là, c'est le lambda calculus. Si vous avez du mal à dormir un soir, vous allez voir la page Wikipédia du lambda calculus et vous verrez que c'est un modèle qui est assez cauchemardesque à utiliser, dans le sens où tout est représenté par des compositions d'appels de fonctions mathématiques. Quand je dis tout, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de constante dans le lambda calculus. Pour définir un nombre entier, vous devez obligatoirement faire appel à des fonctions récursives qui s'appellent les unes les autres et qui permettent comme ça de représenter un nombre entier. C'est très compliqué à utiliser. Alors, c'est un modèle qui a quand même des intérêts, et c'est un modèle de calcul qui a été utilisé et qui est toujours utilisé dans différents langages, dont le Haskell, le Camel, le Scheme ou le XSLT. Ce sont des langages qu'on appelle fonctionnels, qui donc se basent sur ce modèle de calcul. Ensuite, il y a les modèles synchrones. Les modèles synchrones, ce sont des modèles de calcul qui ressemblent fortement au discrete event qu'on a vu sur la slide précédente, c'est-à-dire ce sont des modules qui réagissent à des événements en produisant d'autres événements, mais contrairement au discrete event, le temps n'est pas explicite. D'accord? C'est-à-dire que chaque module va recevoir des événements et en produire d'autres de manière virtuellement instantanée. Des langages utilisent ces modèles comme le langage Signal, le langage STRL ou le langage Lustre. Et voilà, nous avons terminé la présentation des langages et des modèles de calcul. Dans la suite Dans la suite de ce chapitre, nous allons voir des choses un peu plus pratiques et nous allons voir
en pratique quels sont les langages qui existent et quels sont les modèles de calcul qu'ils implémentent dans une certaine mesure pour implémenter un système parallèle. Pour terminer sur ces aspects modèles de calcul et langage de programmation, pourquoi on vous les présente? On y reviendra dans le cours suivant, mais on vous les présente tout simplement parce que quand vous choisissez le langage que vous allez utiliser pour développer un système, il est très important de savoir quel est le modèle de calcul qu'il y a derrière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous savez, si vous connaissez le modèle de calcul que vous êtes en train de manipuler, vous pouvez connaître les garanties qu'il vous donne et les propriétés qu'il vous donne. Par exemple, si vous êtes en train de designer un système temps réel, utiliser un modèle de calcul dans lequel la notion de temps existe va être primordial puisque cela va vous permettre, par analyse de ce modèle timé, de garantir les propriétés temps réel de votre système. Et donc c'est quelque chose qui va être indispensable. A contrario, si dans votre système, vous n'avez pas besoin de garantir des propriétés temps réel, mais que vous avez besoin de parallélisme, eh bien vous allez pouvoir vous diriger vers un autre modèle de calcul qui ne s'embarrasse pas de la notion de temps, mais qui par contre s'embarrasse de la notion de parallélisme et peut-être vous donne des très très bonnes propriétés de ce point de vue-là. Voilà un peu la conclusion de cette partie sur les modèles de calcul et langages de programmation. Et on y reviendra dans le prochain cours avec des exemples sur un autre modèle de calcul que je n'ai pas évoqué, qui est le modèle de calcul flot de données. Je vous retrouve pour le prochain chapitre tout à l'heure.